Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Starship franchit enfin les portes de l'espace. Nous allons revenir ensemble sur les étapes, pas toutes réussies, vous le verrez, de ce troisième vol test dans notre émission. On parlera aussi de Zefalto, l'entreprise toulousaine qui veut embarquer dans la stratosphère un ballon touristique. L'entreprise annonce son tout premier vol habité. Et puis on va aussi parler de défense spatiale avec la 4e édition de l'exercice militaire spatial Astérix qui s'est tenu il y a quelques jours à Toulouse. Enfin, de votre Space Talk, on va se poser les questions sur la loi spatiale, la force de financement, pour comprendre comment l'Europe et puis la France surtout préparent le terrain des entreprises du New Space pour garantir leur développement économique. Voilà pour le sommaire, direction l'espace tout de suite dans Smart Space. La fusée Starship de SpaceX est envolée jusque dans l'espace pour sa 3e tentative. Le vol d'essai sans équipage a décollé le matin du jeudi 14 mars dernier depuis la Starbase de SpaceX à Boca Chica au Texas. L'étage supérieur de 50 mètres de haut, rappelons-le, de la méga-fusée, s'est séparé avec succès de son étage inférieur de propulsion avant de s'élancer direction l'espace. Mais le retour sur Terre s'est avéré, lui, un tout petit peu plus critique, malgré une résistance à la chaleur impressionnante lors de sa réentrée dans l'atmosphère. Starship n'a pas survécu à cette étape cruciale et n'est donc pas pu amérir dans l'océan. Pour rappel, c'est ce vaisseau qui doit transporter des humains vers la Lune pour le compte de la NASA en 2026. A priori, une date qui a déjà été reportée une première fois. Une bonne nouvelle tout de même, au cours de sa traversée de l'espace, le vaisseau Starship a testé une nouvelle manœuvre qui consistait à transférer 11 tonnes d'oxygène liquide froid entre 2 réservoirs intérieurs, un système de transfert qui sera indispensable lors du voyage vers la Lune programmé par la NASA. En résumé, une journée plutôt réussie, si l'on en croit la déclaration officielle de l'entreprise. Autre actualité, la start-up toulousaine Zefalto se prépare pour son tout premier vol habité. Un vol stratosphérique à bord d'un ballon pour une expérience touristique hors norme à 25 km d'altitude. L'opération se déroulera depuis le circuit automobile de Nogaro, dans le Gers. À son bord, 2 pilotes d'essai, dont le fondateur de Zefalto, Vincent Faré-Dastier. La date exacte n'est pas encore fixée, en attendant notamment un meilleur créneau météorologique. Alors si ce vol réussit, bien l'entreprise pourra mettre en branle ses vols touristiques. La nacelle pourra embarquer jusqu'à 6 passagers pour un ticket d'entrée autour de 120 000 € par personne. Dernière actualité, la 4e édition de l'exercice militaire spatial Astérix vient de se dérouler à Toulouse. Un exercice d'envergure auquel a pu assister en tant qu'observateur Jean-Daniel Testé, président d'Agena Space et consultant en sécurité dans l'espace. Bonjour Jean-Daniel, bienvenue dans Smart Space. Quel était l'objectif principal de cet exercice d'envergure ? Il y a plusieurs objectifs, bien entendu, puisque c'est un exercice, comme vous l'avez dit, d'envergure, Cécilia. Je dirais que si aujourd'hui je devais en sortir un en particulier, c'est un objectif international. C'est-à-dire que pour chaque année, il y avait des participants de nombreux pays alliés qui participaient, mais cette année, c'était vraiment un record, on en avait plus d'une quinzaine. Donc, c'était un gros challenge d'internationaliser à ce niveau-là cet exercice. Et c'était vraiment une réussite. Quel était le scénario global cette année ? Je sais qu'il y a peut-être plusieurs scénarios, mais il y a quand même une ligne générale qui s'est dessinée. Alors la ligne, je dirais, qui est toujours la même, c'est la préservation des capacités spatiales des pays alliés dans le cadre d'une crise terrestre, puisque c'est bien logique, et je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de crise spatiale sans crise terrestre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un contexte qui se passe sur la Terre, des événements, une crise géopolitique, et dans ce cadre-là, les moyens spatiaux sont utilisés en soutien. Et on l'a déjà dit aussi à plusieurs reprises au sein de votre antenne, le spatial est un soutien essentiel aux opérations, que ce soit pour le renseignement, que ce soit pour les télécommunications, et bien entendu la navigation et la synchronisation des événements. Donc le soutien spatial est indispensable, et donc il faut le protéger, il faut le préserver. Et bien entendu, si l'adversaire est conscient de notre besoin en soutien spatial, il a tendance à essayer de nous supprimer, soit brouiller les télécommunications, soit perturber les signaux GNSS, que ce soit Galileo, que ce soit GPS, en tout cas ce qu'on utilise, soit empêcher les satellites
d'observation ou d'écoute, de faire le recueil d'informations au-dessus de la zone de crise. Donc, dans ce scénario global, qui est une continuité entre un scénario conventionnel aéroterrestre, on va dire, et puis ce qui se passe dans l'espace, il y a toute une série d'événements. Alors, de mémoire, au sein d'Astérix 2024, il y en a plus d'une vingtaine, 23 d'événements de toute nature, parmi tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire du brouillage de télécommunications, de l'illumination de satellites d'observation, du brouillage de l'UEO, du GPS, et aussi des actions dans l'espace pour aller intimider nos satellites et faire peser une menace directement dans l'espace sur nos satellites qui rendent tous ces services pour nous intimider et éventuellement, si la manœuvre va jusqu'à son terme, essayer de faire cesser le service qui nous rendent. Donc un scénario très compliqué, très complexe, comme j'ai dit tout à l'heure, avec en soutien une participation de beaucoup de pays alliés, donc une communauté internationale très consciente de ses besoins. Vous pouvez nous donner quelques exemples peut-être de ces partenaires qui ont participé? On compte quoi? Des acteurs privés, des institutions, d'autres agences spatiales? Non, très bien, vous avez raison de me rappeler, il n'y a pas que des acteurs. Quand j'ai cité des acteurs internationaux, c'est essentiellement des services homologues au commandement de l'espace. C'est-à-dire soit des Space Force, soit des bureaux espace, soit carrément aussi des commandements de l'espace des pays alliés comme les Américains, les Allemands, les Britanniques. Donc il y a un peu de tout. Mais j'avais oublié de citer aussi, parce que c'est très important, et en particulier pour Astérix, la participation de tout un panel de services industriels, puisque nos industriels ont en orbite des capacités qui sont que l'on dit duales, c'est-à-dire à vocation civile et militaire, dont l'objet, la mission, peut nous aider à compenser éventuellement une perte dans un domaine et dans un autre. Donc cette participation industrielle est essentielle et fait complètement partie depuis le début des exercices de la série des exercices Astérix. Est-ce qu'on pourrait dire que l'exercice a été une réussite? Est-ce qu'à la fin, il y avait un échec possible dans cet exercice-là des équipes du commandement de l'espace? L'exercice est tellement complexe que des sources d'échecs, il y en a un peu partout. Alors, vous dire que tout a été parfait, même si c'était le commandement de l'espace qui en parlait, vous direz non, il y a toujours des petits bugs. Mais globalement, c'est une réussite. Enfin, c'est une réussite, je dirais, quand on voit les enjeux que j'ai détaillés au début de l'interview, pour moi, c'est une réussite phénoménale. Et si je peux donner une petite touche personnelle, parce que je suis des Astérix depuis quasiment le début, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la maturité des opérateurs. Au tout début, il y a 4 ans, lorsque le premier fait, c'était la découverte, donc effectivement, il y avait un peu de balbutiement. Quand les opérateurs pris sur leur métier étaient interrogés sur ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas beaucoup d'assurance, il y avait quelques doutes, ils regardaient toujours, ils jetaient toujours un coup d'œil vers leur chef pour vérifier qu'ils ne disaient pas de bêtises, etc. Là, ce que j'ai vu, c'est une prise de compétence vraiment manifeste et une assurance de tous ces opérateurs qui a vraiment grandi par rapport à l'exercice de 2021. Et puis j'imagine que le contexte actuel, vous avez parlé de contexte tout à l'heure, n'était pas sans raisonner dans cet exercice. Au même moment, il y a eu une situation géopolitique assez intense entre notamment Emmanuel Macron et le président Vladimir Poutine par échange indirect. Est-ce que ça, c'était assez palpable pendant cet exercice-là? Est-ce que ça résonnait directement sur ce conflit en Ukraine? Directement, je ne pense pas, parce que le président a placé le débat dans un autre contexte. Le spatial, forcément, est en background de toute crise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, les discussions et puis les prises de position du président vis-à-vis de la Russie, elles étaient indépendantes et c'est normal aussi. Donc l'exercice n'avait pas à en tenir compte, puisque l'exercice était dans un scénario, je dirais fictif, mais pas tant que ça, mais globalement dans un scénario qui était complètement indépendant de la situation. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'au quotidien aujourd'hui, on retrouve des morceaux du scénario Astérix. Typiquement, j'ai parlé des brouillages des télécommunications, des brouillages des signaux GNSS, Galileo, GPS. C'est du quotidien. Vous regardez aujourd'hui des compagnies aériennes qui continuent à faire des vols réguliers dans les pays baltes, vers les pays baltes et au-dessus des pays baltes.
Ils remontent quasiment tous les jours des pertes de signaux de navigation qui sont dues à des brouillages réalisés par les Russes depuis le sol. Merci beaucoup Jean-Daniel Testé. On comprend l'importance de cet exercice qui fait figure d'entraînement pour préparer notre commandement de l'espace aux situations à venir. Jean-Daniel Testé, je rappelle que vous êtes président d'Agena Space et consultant en sécurité dans l'espace. On enchaîne quant à nous avec notre talk tout de suite sur Bismart. La France dispose de la première industrie spatiale européenne et pourtant l'avenir de ces entreprises n'est pas forcément garanti. Il faut d'abord construire un cadre national, un cadre européen suffisamment compétitif. C'est le terme qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment? On va tenter de le définir ensemble avec nos invités en plateau. À ma gauche, Mathieu Chartier, Managing Director chez Starburst France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci Space. En face de vous, on a Michel Matas, avocat associé chez De Gaulle Florence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, mais avec plaisir. Alors, on est content de pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui. C'est important. On a tout un écosystème de start-up et d'entreprises historiques et de start-up qui se côtoient aujourd'hui en France. L'idée, ensemble, c'est de comprendre comment on va pouvoir leur garantir une certaine prospérité économique à l'avenir. Est-ce qu'un cadre réglementaire va pouvoir favoriser cette prospérité ou pas? Alors, Mathieu, peut-être que vous pouvez peut-être commencer par nous dire, est-ce qu'on sait ce que ça représente aujourd'hui, le chiffre d'affaires, par exemple, du secteur spatial français au sein de l'Europe? Tout à fait. Alors, effectivement, c'est une question qui peut être largement débattue. Globalement, si on se concentre sur l'industrie spatiale en tant que telle, c'est environ 3 milliards en France, environ 30 000 employés. Et si on prend, on va dire, un périmètre un peu plus large, ce qui, je pense, est intéressant, avec toutes les applications spatiales qu'on peut faire, notamment avec la donnée, les télécommunications, on parle d'environ 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et si on prend un peu de perspective, c'est entre 30 et 40% de l'activité économique européenne autour du spatial. Alors déjà, on a mis le doigt sur le premier problème, définir le revenu généré, en tout cas le chiffre d'affaires généré par le spatial en France. Ça, c'est dû à quoi, à cet amalgame entre l'aérospatial, le spatial, la data, la tech? C'est exactement ça. Ouais. Vous avez parfaitement, vous et Mathieu, résumé le sujet. C'est-à-dire qu'on a globalement en France, la France fait partie des rares pays qui a toujours construit des avions, lancé des fusées, envoyé des satellites. On est un pays d'ingénieurs. Je pense que c'est une des grandes fiertés de la France, à raison. On a aussi un modèle économique, et ça on en parlera je pense tout à l'heure sur le financement des startups, un peu colbertiste, qui consiste à utiliser l'argent public comme levier pour l'argent privé, à la fois la commande publique, mais aussi l'investissement public, qui fait qu'aujourd'hui, on a un écosystème assez large. Alors, on a les acteurs très connus, les lanceurs ou les exploitants de satellites comme Airbus, qui est Ariane, qui est le lanceur le plus connu, Airbus qui construit des satellites et des constellations de satellites, Eutelsat qui exploite les grands satellites géostationnaires. On parlera peut-être de la différence entre on en parle souvent, les géo et les léo, entre la basse orbite et l'orbite géostationnaire. Mais c'est pas les mêmes contraintes techniques, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes coûts d'exploitation, et c'est d'ailleurs pour ça un peu que le New Space arrive et se démocratise, parce que avec des technologies disruptives et des sauts technologiques, on arrive à faire mieux, beaucoup moins cher. Voilà. Et le cadre réglementaire là-dedans était un petit peu... historiquement, pour vous donner un ordre d'idée, le cadre réglementaire de l'espace, c'est un premier traité en 1967 sur l'espace. Exactement. Qui dit pas grand-chose, finalement. Qui dit quand même un certain nombre de choses, mais qui reste au niveau interétatique, puisque à l'époque, la conquête de l'espace n'est perçue que comme une conquête interétatique. Donc il s'agit de dire l'espace n'appartient à personne. Il n'y a pas le dessus de l'espace n'est pas le reflet des continents. Il n'y a pas la partie qui appartient à la Russie, à la Chine, à la France, aux États-Unis. Donc c'est un système de coexistence entre États. C'est du droit international public assez classique. Et à partir de là, ont été élaborés un second traité, un troisième traité, un quatrième traité. Et à partir de là, chacun des pays a commencé à adopter des lois nationales. Donc vous avez une loi américaine avec la FCC qui est l'autorité de contrôle américaine. Vous avez la loi française, la loi sur les opérations spatiales de 2008 qui est à la fois
plus ancienne et la plus sophistiquée des lois européennes, parce que historiquement la France est le pays des lanceurs et des exploitants de satellites en France. Donc on a un peu plus d'ancienneté là-dessus. Et il y a une loi luxembourgeoise à l'échelle des pays européens. Il y a une dizaine de pays qui ont des lois spatiales. Et donc toute la question est aujourd'hui, comme l'industrie n'est plus une industrie française, mais une industrie européenne. Les lanceurs sont des lanceurs européens. Il y a le CNES, mais il y a l'ESA, il y a le financement européen qui est devenu fondamental dans l'écosystème. Probablement, une des questions les plus importantes, c'est celle de la mise en commun d'un régime légal et réglementaire qui permette d'assurer de la visibilité et de la prévisibilité à tous les acteurs. Et c'est la congresse des dents un petit peu, parce qu'il y a tous les avis sur le sujet depuis déjà quelques mois, même la direction de certaines grandes enseignes aérospatiales comme Ariane ont pointé du doigt à l'époque, il y a un an déjà, cette idée de réglementer tous ensemble en Europe et puis d'imposer peut-être trop de contraintes à des acteurs nationaux qui ont besoin d'être compétitifs face notamment aux États-Unis. Donc cette question de réglementer à l'européenne, est-ce qu'elle peut être un frein? Vous travaillez directement avec ces nouvelles vagues d'acteurs qui arrivent. Comment c'est perçu? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il faut mettre ça en regard de ce qui se passe aux États-Unis avec SpaceX, qui est intégralement verticalisé. Donc, qui par nature bénéficie de coûts plus faibles que les acteurs européens. Malgré tout, je pense que si on veut avoir un écosystème robuste, on va dire dynamique et moins monopolistique qu'on peut l'avoir aujourd'hui aux États-Unis, SpaceX étant la seule entreprise quasiment, à part ULA, capable de lancer dans le monde, enfin en tout cas pour le monde occidental, on a besoin de dynamiser et donc d'ouvrir effectivement un peu plus, de libérer quelques contraintes. Malgré tout, ça reste important pour développer l'écosystème et on avait cette discussion-là aussi. C'est important de générer de la demande. Et donc si on veut générer de la demande, il faut aussi favoriser l'émergence de plusieurs acteurs et donc garder des règles, on va dire, de distribution ou de répartition qui sont malgré tout... D'accord, donc réglementer plutôt la distribution ou alors garder de la flexibilité, mais garder aussi cette logique de répartition qui est importante pour que cet écosystème émerge en Espagne, en Italie, dans les pays de l'Est. Voilà, qu'il y ait quand même une dynamique importante à l'échelle de l'Europe parce que le marché européen peut être un marché à taille critique pour le spatial. Alors l'Europe se concentre sur ce sujet, précisément la Commission européenne, je crois que vous pouvez nous en dire un mot. Il y a une étude, en tout cas, d'une possible réglementation à l'échelle européenne du secteur spatial. Oui, on parle beaucoup de la loi spatiale européenne, c'est tout à fait d'actualité. Très récemment, le Parlement européen a adopté une résolution en vue de l'adoption d'une loi spatiale européenne. Le Parlement français, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Il y a eu un rapport fait par Madame la députée Rilhac exactement fin décembre 2023 qui a été déposé à l'Assemblée, qui est très intéressant d'ailleurs sur l'écosystème globalement. Et il apparaît qu'aujourd'hui, la question phare, parce qu'il y a un certain nombre de questions spécifiques qui doivent être traitées par la réglementation. C'est comment on gère les débris spatiaux qui sont un problème de plus en plus important sur les orbites basses, compte tenu du nombre. Pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre de lancements de satellites, globalement, depuis qu'on lance les satellites géostationnaires, on peut dire que grosso modo, c'est 10 à 15 satellites géostationnaires qui sont lancés par an. D'accord ? Ils sont lancés à une altitude de 35 000 km, ça suppose une grosse infrastructure, c'est 10 à 15 par an. Dans les 10 prochaines années, en LEO, en orbite basse, c'est-à-dire que les orbites sont comprises entre quelques centaines de kilomètres et 2000 kilomètres pour faire simple. Elles sont de plus en plus basses pour un certain nombre d'applications. Mais sur ces orbites basses, on estime à peu près 5 à 6 000 les lancements dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire une granularité, vous êtes dans 10 par an, versus 600 par an. Oui, la croissance exponentielle des satellites en orbite, c'est un vrai problème, vous avez raison de le préciser. Donc l'idée, ce serait de réglementer premièrement ça, la question des débris satellitaires, puisque plus il y aura de débris, plus le risque va être grand. Les risques de collision, on les connaît, d'impact sur les activités et commerciales et scientifiques autour de la Terre. La résilience aussi. La résilience. La résilience, tout ce qui est cyberattaque, tout ce qui est... Parce que on vient de parler de l'exercice Astérix. En ce moment, précisément, avec les
les problèmes géopolitiques que nous connaissons tous, il y a un certain nombre de problèmes sur la résilience des satellites et les observations de satellites à toute altitude et qui concernent toutes applications. Et pas mal d'anecdotes assez récentes qui sont arrivées sur des satellites qui viennent se positionner derrière d'autres satellites. C'est arrivé en France il y a 2 ans avec un satellite russe. Oui, et puis il y a ce qu'on sait moins aussi, mais il y a une actualité assez importante de ça. Et puis il y a le volet, il ne faut pas oublier que l'Europe est un très fort PIB et a culturellement, compte tenu de son système démocratique, un poids important à exercer en valeur d'exemple et en inspirant, par exemple, tout ce qui est sur la gestion des débris ou de la fin de vie des satellites. Les normes européennes auront probablement un effet structurant sur l'ensemble du monde en matière de satellites. Ça, c'est une vision, ça, c'est la question. Est-ce que l'Europe va arriver à dicter sa loi, entre guillemets, au reste du pays? En fait, moi, j'ai l'impression qu'on a 2 discours, quand même. Le discours qui est plutôt critique et qui dit on veut adopter la même attitude, la même posture, à l'exemple de Thierry Breton et de sa législation sur la donnée. On veut adopter la même posture qu'on l'a fait dans la tech avec le spatial. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est pas dangereux pour nos acteurs qui sont, eux, moins résilients que d'autres acteurs de la tech européens qui doivent faire face à cette réglementation? C'est une question compliquée. Et je pense que je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, il y a avant tout un sujet de financement. On le voit dans la technologie. Si on fait le parallèle avec l'intelligence artificielle, le cloud, il y a quelques années de ça, c'est avant tout un sujet de financement. D'abord financer, ensuite réglementer. Et ensuite commencer à réguler intelligemment. Je pense qu'on en est capable en Europe. On a plein de têtes bien faites. Mais d'être capable on va dire de gérer le marteau et l'enclume de manière un peu équilibrée. Mais ça passe avant tout par le financement. Et je reviens là-dessus. Si on n'a pas de champions nationaux, effectivement, il ne restera que la régulation. Pour taper dessus, l'intelligence artificielle est un bon exemple. Donc je pense qu'il faut d'abord aussi créer l'écosystème, les champions nationaux, internationaux. Et à un moment aussi, se poser la question des bonnes pratiques. Seule différence, c'est qu'une fois que les objets sont en haut, c'est plus difficile de faire quelque chose. En tout cas, c'est plus coûteux en énergie et en argent. Donc il faut aussi peut-être effectivement se poser les bonnes questions au départ, mais pas mal de monde y travaille. C'est pour ça qu'on a toute cette nouvelle génération qui est prometteuse aussi en réalité, parce qu'on a des entreprises comme Exotrail qui permettent des choses assez extraordinaires de mobilité dans l'espace. Des choses voilà, vous l'avez dit, les satellites en géostationnaire, on ne peut plus toucher depuis 20 ans, ils sont là-haut, c'est comme ça et ça ne bouge pas. Les satellites qu'on prépare aujourd'hui, ils seront plus agiles, en tout cas c'est l'objectif. Donc effectivement, il y a peut-être un engagement financier qui est complètement différent. On a réévalué cette échelle-là. Mais tout de même, on parle de long terme pour le financement de ces entreprises. On parle d'entreprises qui ont encore besoin de faire leurs preuves technologiquement. Est-ce que l'aide qu'on a aujourd'hui en France, je parle par exemple de France 2030, c'est suffisant pour insuffler de la confiance et puis cette dynamique nécessaire pour prospérer dans un cadre européen en plus très compétitif? Alors, c'est un excellent début. C'est une très bonne initiative. L'argent public est indispensable. Vous avez parlé de durée des cycles, du risque que ça comporte. Les investisseurs privés, par la nature de leur investissement, ont peur du risque dans une certaine mesure. Il faut du financement public pour dérisquer, ou en tout cas mettre, on va dire, une première dynamique en place. C'est probablement pas assez. Si on parle d'échelle, qu'on regarde par rapport à la Chine, l'Inde, aux États-Unis, à d'autres pays, il y a une notion de taille critique qui est probablement pas suffisante. Mais en tout cas, l'intention est bonne. Les financements sont fléchés sur les bons sujets, l'accès à l'espace, la surveillance de l'espace, les services en aval de traitement de la donnée, d'observation de la Terre. Donc globalement, on va dire que l'orientation est bonne. Je pense que c'est une question de rassembler les énergies et puis de concentrer les efforts. Il faut imaginer qu'aujourd'hui en Europe, il y a plus de 15 projets de lanceurs, une vingtaine. Voilà. Il n'y a pas un marché en Europe pour ces 20 lanceurs. Il y a un marché mondial, ça se discute. Mais en tout cas, il y a une notion, là encore, il faut des champions. C'est peut-être pas à France 2030 de les choisir, mais c'est en tout cas une notion de ne pas trop saupoudrer les efforts. Et donc là, on saupoudrerait peut-être un peu trop ? C'est une question à laquelle il est toujours difficile parce que c'est difficile de jouer
à la prédiction sur l'avenir et savoir quel sera le projet le plus viable. Parce que quand on regarde, par exemple... Aussi, non, mais quand on regarde le projet des lanceurs français, actuellement, il y a combien, Mathieu, de projets de lanceurs français? 6, 7 ouais. 6, 7. Là-dedans, vous avez des typologies très différentes. Vous avez le projet d'ARC qui consiste, qui est le plus low cost du low cost, c'est-à-dire c'est mettre un effet de fronde, vous mettez un missile, un gros missile sous un avion. C'est d'ailleurs des gens qui viennent de chez MBDA, des fabricants de missiles, et vous les envoyez en orbite basse à partir d'un avion qui décolle. Et donc pas de coût de stockage et de transfert et vers Kourou, pas de coût du lancement vertical. Enfin, ça réduit beaucoup les coûts. Vous avez aussi des projets comme celui de Latitude ou comme celui de on a Hyperspace aussi. On a tous les modèles de propulsion. On en parlait avec Orbital Baguette One qui est son premier lanceur. Et si on prend les exemples qu'on vient de donner juste sur le marché, si on fait un petit focus juste sur le marché du lanceur, on parle de projets qui est une toute petite partie, qui est toute petite partie, qui est la partie amont, mais qui est une toute petite partie. C'est la plus visible parce que c'est ça qui parle aux gens, mais c'est une toute petite partie du marché spatial. Vous avez plein de projets différents dont il est très difficile de dire aujourd'hui c'est lui qui va trouver le marché ou c'est un tel qui va trouver le marché. Vous avez des financements. Les 3 entreprises qu'on vient de citer ont toutes fait un tour de table en 2023 qui va de 5 à près de 30 millions. Mais c'est pas suffisant, c'est suffisant. Alors pour Latitude, par exemple, dans cet exemple-là, ce sera suffisant pour aller jusqu'à la production du premier lanceur. Et après, c'est déjà un très bon début. Les capitaux privés doivent prendre le relais. Les capitaux privés en Europe doivent prendre le relais. Et apporter cette masse-là aussi. L'exemple de SpaceX, encore une fois, SpaceX a profité pour ses développements de beaucoup de capitaux publics avant tout, et ensuite de capitaux privés. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer. Et je pense qu'il y a une dynamique qui est intéressante, c'est de se dire il faut laisser ses chances à tout le monde, comme le fait l'Agence spatiale européenne sur le transport spatial. C'est un modèle extrêmement intéressant, de favoriser la compétition pour amener des premiers financements dérisqués. L'ouverture à la compétition officielle, c'est depuis septembre. Mais c'est très intéressant, on a beaucoup travaillé avec eux et c'est extrêmement intéressant la dynamique qui est en train de se mettre en place. Et derrière, il y a un moment où ce sont les gagnants ou les plus malins ou les premiers qui arrivent à décrocher des contrats qui gagneront, en tout cas qu'il faut continuer à accompagner. Alors un dernier mot avant de conclure, on arrive bientôt au terme. Est-ce qu'une question de labellisation, parce que vous le disiez, il va falloir des financements privés et il y a beaucoup d'acteurs au sein de l'Europe. Est-ce que si on labellisait peut-être, on apporterait plus de crédibilité à l'un ou l'autre des acteurs, on permettrait de favoriser les investissements? C'est un peu une question piège, si tu permets, Mathieu, parce que en fait, il y a, si vous permettez, Mathieu, il y a une là-dedans, en fait, c'est assez malin. La Commission européenne réfléchit pour un certain nombre d'obligations à faire du normatif classique, et pour certaines autres à favoriser de la soft law, de ce qui devrait être. Et donc pour ça, elle se dit. Nous avons beaucoup de financement en matière spatiale vient de l'argent public. Nous soumettrons la capacité à recourir à des fonds publics européens, un certain nombre d'obligations en termes, par exemple, de création de débris, en termes de machin, ce qui permet de ne pas contraindre, de ne pas adopter une réglementation contraignante. Ça peut être une option viable. Qui peut par exemple, priver les opérateurs européens de marchés internationaux où ces règles ne sont pas en vigueur, mais qui peuvent quand même inciter le marché globalement à les prendre comme des éléments structurants. Ça peut être une option exactement pour la prospérité de la compétition. On est obligé de s'arrêter ici. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Chartier, Michel Matas, d'avoir pris le temps de venir en plateau aujourd'hui avec nous. À la production, Lily Zalkin, comme toutes les semaines. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.